Bonjour, Jean-François Clairvoy, astronaute parti 3 fois dans l'espace. Ces dernières semaines, 3 missions à destination de la planète rouge sont arrivées à destination. Pourquoi tant d'attention sur la planète rouge maintenant? Pourquoi autant de missions? Mars a toujours intéressé les scientifiques et tous les 2 ans et 2 mois, il y a une fenêtre, comme on dit, favorable au lancement. C'est-à-dire que la position de Mars par rapport à la Terre est favorable à un lancement qui va prendre que 8 mois en moyenne. L'été dernier, ça tombait en juillet et dans 2 ans, ça tombera en juillet plus 2 mois, ça tombera en septembre. Donc en juillet, il y a 3 sondes qui sont parties. Espoir, Hope, des Émirats arabes unis. Question sur le paradis, c'est le nom Tianwen de la sonde chinoise. D'ailleurs, les 2 sondes des Émirats et de la Chine sont déjà en orbite. Elles ont réussi leur insertion sur orbite martienne en début de semaine dernière. Et puis Persévérance, la sonde américaine qui fait la taille d'une petite voiture. C'est plus d'une tonne, de 3 mètres sur 4 mètres. C'est vraiment une petite voiture, quoi. C'est une grosse Mini Cooper, hein, par exemple. Dans le cas de la sonde américaine, elle ne laisse rien en orbite et on parle des 7 minutes de terreur parce que entre le début de la rentrée dans l'atmosphère et le poser à la surface, ça dure 7 minutes, on ne sait rien en temps réel. Pendant ces 7 minutes, il y a plusieurs étapes qui doivent avoir lieu exactement comme prévu, à l'heure prévue, sans aucun raté. Il suffit d'un raté sur plusieurs étapes successives critiques, avec de la pyrotechnie, des séparations, d'ouverture de parachute, détachement du bouclier thermique, déploiement du rover, déploiement de la grue qui porte le rover au bout d'un câble. Voilà, on ne peut pas se permettre une seule erreur. Il faut que tout marche parfaitement. D'ailleurs, vous regarderez sur Internet, il y a des montages vidéo virtuels, parfois avec des images réelles, puisque c'est la même rentrée dans l'atmosphère que le robot Curiosity il y a 8 ans, et c'est hallucinant, c'est extraordinaire. Il y a une grue volante qui porte le rover, le déploie au bout d'un câble, le pose. Quand il sent qu'il est posé et que la tension du câble se réduit, il coupe le câble et la grue volante va s'exporter à distance pour se cracher à quelques kilomètres. Et là, le rover va commencer sa vie. Quelles données vont rapporter ces 3 missions exactement? Et finalement, peut-on espérer un partage des découvertes et des connaissances au sein de la communauté scientifique? Toutes ces missions ont 3 grands buts historiquement. C'est savoir comment Mars est apparu, de quoi elle est faite, qu'est-ce qui compose son atmosphère et sa croûte terrestre et ce qu'il y a en dessous. Et puis bien sûr, comment évolue son climat. Ça permet de faire ce qu'on appelle la planétologie comparée. On compare l'évolution de Vénus, l'évolution de Mars, qui sont assez proches de la Terre par rapport à la distance au Soleil, et leur évolution du climat permet d'affiner le modèle d'évolution du climat de notre planète. Et puis troisièmement, Mars est la planète la plus vraisemblablement capable d'abriter du vivant après la Terre dans le système solaire. Donc on cherche à savoir aujourd'hui, avec les rovers d'aujourd'hui, est-ce que la vie a existé? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est proche d'exister sur Mars? Et ça, c'est une question presque philosophique. Est-ce qu'on est seul dans le système solaire ou pas, en tant qu'être vivant? Voilà les 3 grandes questions. L'histoire de Mars, le climat comparé et puis la vie. On s'est toujours posé la question, depuis que l'homme existe, y a-t-il de la vie ailleurs que sur la Terre? Aujourd'hui, la question est, y a-t-il de la vie sur Mars? Ou plutôt, est-ce que Mars est habitable? Et dans quelles conditions? Il faudra créer un îlot artificiel, une couverture, un scaphandre particulier, ou on vit enfermé? C'est pas une question évidente. Évidemment, la première des raisons pour laquelle on étudie Mars, sa composition, son histoire, son atmosphère actuelle, les échanges avec le sol, c'est savoir si jamais on veut s'installer sur Mars un jour, quelles seront les contraintes, quelles seront les ressources. Alors les contraintes, on les connaît déjà. La gravité, c'est qu'un tiers de la gravité terrestre. Donc les structures auront besoin d'être moins solides que les structures terrestres. Et puis l'atmosphère, on sait qu'elle est quasiment inexistante. Il y a 150 fois moins de gaz dans l'atmosphère martienne que terrestre. La pression, c'est 7 à 8 millibars. Donc c'est comme le vide pour un être humain. C'est-à-dire qu'il faut être en scaphandre qui sera gonflé comme sur la Lune. Et on ne pourra pas en extraire de l'oxygène. Il faudra l'extraire probablement à partir de l'eau souterraine ou peut-être des calottes glaciaires si on va près des pôles, mais je pense qu'on restera près de l'équateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit le plus hospitalier sur Mars est de très loin plus inhospitalier que le plus inhospitalier des endroits sur Terre. Donc ce sera très difficile, mais on a envie d'y aller. Donc on ira et on sait qu'on pourra probablement extraire sur place certaines ressources, de quoi boire et de quoi respirer. Parce qu'on sait qu'il y a de quoi extraire de l'oxygène. On ne sait pas trop comment, mais on a des idées. D'ailleurs, le robot américain, il a un instrument qui va voir comment on peut extraire l'oxygène de la roche martienne. Parce que vous prenez n'importe quel caillou sur la Lune, sur Mars, sur Terre, 30% c'est de l'oxygène. Ce sont des oxydes.
Et si on arrive à extraire l'oxygène d'oxydes de différents types de minéraux, de matériaux, de métaux, eh bien, bon, c'est de l'oxygène qu'on peut respirer. Mais dans quelle quantité, comment, avec quelle source d'énergie? Voilà, donc il y a des questions intéressantes. On sait ce qu'il faut faire pour un jour être capable de se poser sur Mars, de vivre sur Mars. On n'est pas prêt aujourd'hui. Et on sait que ça va prendre 20, 30 ans, quoi. Donc, il n'y a pas d'impossibilité, mais c'est très, très difficile. Alors pourquoi c'est très difficile, hein, je le répète, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc un petit rover de 100 kg avec un énorme parachute et puis des gros ballons qui le font rebondir à la surface, ça marche. Mais dès que vous parlez d'un habitat, même de quelques centaines de kilos, une tonne, 15-20 tonnes pour le cas d'un habitat humain, le seul moyen de se poser, c'est comme sur la Lune, c'est-à-dire avec des rétrofusées qui compensent le poids le temps de la descente et qui posent en douceur. Et ça, c'est du lourd, quoi. Surtout que la gravité martienne étant plus importante que celle de la Lune, même si elle est moindre que celle de la Terre, un tiers, il faut quand même des gros moteurs, du carburant. Et comme on dit, c'est du lourd, c'est de la grosse artillerie. Et donc tout ça, il faut l'amener vers Mars. Donc c'est pas demain la veille qu'on sera prêt. Je pense que raisonnablement, dans une vingtaine d'années, on devrait être capable d'envoyer des humains vers Mars, mais sans inclure le poser à la surface. Ils vont vers Mars, ils tournent en orbite autour de Mars, ils commandent en direct des robots à la surface depuis l'orbite martienne, donc en temps réel, en réagissant immédiatement, ce qu'on n'est pas capable de faire depuis la Terre à cause du délai. Donc on envoie une commande, elle s'exécute 15-20 minutes plus tard, on attend 15-20 minutes plus tard le retour. Donc c'est pour ça que les rovers américains, Spirit et Opportunity, lancés dans les années 2000, ils ont mis 10 ans à parcourir la même distance que Gene Cernan et Jack Schmitt sur la Lune en 3 jours. 10 ans contre 3 jours. Mais sur la Lune, c'était des humains sur une Jeep. Donc ils voyaient tout de suite ce qu'ils faisaient, à droite, à gauche, telle roche est intéressante. Sur Mars, on y va doucement quand on télécommande depuis la Terre. Mais depuis l'orbite martienne, on pourra le faire en temps réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des astronautes dans l'ISS testent des concepts de télécommande de robots qui sont sur Terre déjà depuis quelques années pour qu'on le fasse un jour depuis l'orbite martienne. Et dans un deuxième temps, j'espère avant 2050, peut-être que les premiers humains auront foulé le sol de Mars. Mais ce sera une autre affaire parce que rajouter la descente sur Mars, c'est du lourd, comme je disais. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit spatial, mais il y a effectivement un décret international, une sorte de loi internationale qui interdit de s'approprier du terrain extraterrestre. Mais certains juristes font exprès de l'interpréter à leur façon pour dire, bon, peut-être qu'on ne peut pas s'approprier le terrain, les mètres carrés, mais on peut prendre de la roche, la ramener et elle nous appartient. Et quand on lit le texte à la lettre, apparemment, c'est compatible. C'est comme ça que plusieurs sociétés, notamment aux États-Unis, ont déjà développé le concept de space mining, aller rechercher du matériau extraterrestre et après l'exploiter. Mais bon, avant que ce soit vraiment rentable, il faudra vraiment déployer beaucoup de moyens techniques, technologiques, financiers et juridiques. Mais à ce jour, il semble que ce ne soit pas interdit de ramener de la roche extraterrestre et de se l'approprier. Mais en tout cas, sur place, on ne peut pas acheter un terrain. Alors qu'on avait dans le passé une compétition américano-soviétique, maintenant c'est plutôt une compétition chinoise. Où en est l'agence spatiale européenne dans tout ça? On a l'impression qu'elle est un peu en retrait, non? La compétition américano-chinoise, elle est vue que d'un côté. Les Américains réagissent comme si c'était une course. Les Chinois ne réagissent pas à ce que font les Américains. Ils ont une feuille de route depuis très longtemps, qui inclut d'ailleurs toutes les missions qu'on a vues ces derniers temps, qui sont extraordinaires, et qui inclut des Chinois sur la Lune, typiquement en 2030. Mais ils ne cherchent pas à le faire avant les Américains. Ils cherchent juste à tenir leur feuille de route. Les Européens sont présents en partenariat depuis longtemps. D'ailleurs, la sonde Mars Express, lancée, arrivée je crois en 2004, et qui fonctionne encore, qui prend des images très haute résolution en relief de Mars, extraordinaire. La sonde ExoMars européenne, lancée en 2016, arrivée vers Mars il y a plus de 4 ans. Elles vont servir, ces deux sondes, d'assistance de relais radio à la sonde américaine. Donc l'Europe est présente avec des satellites en orbite de Mars qui ont des caractéristiques uniques dans ce qu'elles font. Par exemple, ExoMars vient de détecter pour la première fois des produits chimiques jamais détectés avant parce qu'on ne les cherchait pas précisément. Mais avec spectromètre à très haute résolution, on sait qu'il y a de la vapeur d'eau qui émane de Mars. Récemment, ils ont détecté aussi de l'acide chlorhydrique dans l'atmosphère martienne. Donc tout ça, ça nous apprend des choses. Et
Les Européens, l'ESA, en partenariat avec les Russes, ont aussi l'intention de lancer lors de la prochaine fenêtre favorable à un lancement vers Mars, donc en septembre 2022, un rover ExoMars partie surface qui va se poser sur Mars, qui va se déplacer sur Mars et qui va creuser à plus de 2 mètres pour chercher des traces éventuelles de vie sous la surface ou au moins d'éléments prébiotiques, c'est-à-dire juste préalables au vivant, tout juste prêt à former du vivant. Donc l'Europe est présente et l'Europe sera présente dans les vols habités d'une manière ou d'une autre. Comme les vaccins d'ailleurs, il y a aussi une coopération scientifique internationale dans ce domaine. Oui, les scientifiques placent leurs instruments sur les sondes des uns, des autres. Par exemple, sur le rover Perseverance américain, un des instruments les plus importants, et d'ailleurs très visible et médiatique parce que ce sont les deux yeux placés en haut d'un mât, c'est la caméra chimique développée par Sylvestre Maurice et son laboratoire à Toulouse, qui s'appelait la Chemical Camera sur Curiosity, ChemCam, et dont le descendant s'appelle SuperCam, et qui est donc cette super caméra sophistiquée au sommet du mât de Persévérance. Donc bien sûr, les scientifiques partagent leurs données, publient dans les revues internationales et placent leurs instruments sur les sondes des uns ou des autres qui ont de la place. Le voyage sur Mars est suffisamment long. Combien de temps durerait cette mission au total? La mission typique vers Mars dure 2 ans et demi, un peu moins de 2 ans et demi. Alors vous avez le choix, soit vous y allez en passant le moins de temps possible pendant le transfert, de l'ordre de 8 mois, à l'aller et au retour, mais dans ce cas-là, il faut rester 1 an sur place. Soit vous voulez redécoller le plus vite possible, donc la mission c'est 1 mois sur place, mais le voyage est tellement long au retour que ça dépasse de toute façon 2 ans tout compris. Donc effectivement c'est un voyage très long et il faut continuer à étudier l'évolution, la réaction du corps humain exposé à l'apesanteur très longtemps pour être sûr de ramener les astronautes sains et saufs et aussi de leur permettre d'être quand même en minimum en forme quand ils arrivent sur place parce que quand ils se poseront, il n'y aura personne pour les accueillir comme aujourd'hui lorsqu'on revient de la station spatiale sur Terre. Ils arriveront sous une gravité qui ne sera pas aussi forte que la gravité terrestre, mais ils mettront probablement plusieurs semaines avant de décider de sortir en scaphandre pour récupérer toute leur force. Donc c'est un voyage très long. Aujourd'hui, les spécialistes de physiologie humaine exposés à l'apesanteur pensent que on sait gérer un corps exposé à l'apesanteur continue pendant 2 ans, mais on n'est pas encore assez au point pour garantir qu'on maîtrise 2 ans et demi. Et à côté de l'apesanteur, il y a le problème des radiations. On sait que lors d'un voyage interplanétaire, on est soumis à des radiations plus fortes que lorsqu'on est protégé par le champ magnétique terrestre, comme les vols en orbite basse actuels, de 6 mois, de 1 an. Il y a même un Russe qui est resté 14 mois sans redescendre. Il y a un Russe qui a volé 2 ans et demi dans l'espace, en 5 vols. C'est le seul humain qui a passé dans l'espace autant de temps que durera une mission aller-retour vers Mars. Mais lui, il l'a fait en 5 fois 6 mois. Et il va très très bien. Donc il faut continuer à étudier tout ça. Et c'est le but de la recherche actuelle dans la Station spatiale internationale. On a parlé physiologie, mais il y a aussi la psychologie. Les participants à une mission sur Mars seraient isolés. Ils ne verraient plus qu'une petite boule bleue à l'horizon, la Terre. On avait même envisagé d'envoyer 2 sondes ou 2 fusées en même temps pour en avoir une en secours et aussi une autre pour avoir une proximité avec d'autres semblables. Oui, c'est mon idée que j'avance depuis un moment. C'est comme les caravelles à l'époque de Christophe Colomb. C'est 2 vaisseaux qui partent en même temps. Et quand vous perdez la Terre de vue, quand vous ne pouvez plus converser en temps réel avec des experts au sol pour vous aider, comme dans le cas d'Apollo 13, pour vous aider à trouver une solution à un problème grave, quand vous n'avez plus de moyens de revenir en cas d'urgence rapidement, c'est le cas de tous les vols spatiaux à ce jour, il y a un scénario de retour d'urgence depuis l'orbite basse, la station spatiale par exemple, on revient en quelques heures, depuis la Lune c'était au maximum 2-3 jours, entre le moment où on décide et le moment où on est à la surface terrestre, mais ceux qui partiront vers Mars seront partis pour des mois et des mois, quoi qu'il arrive. Donc l'idée d'avoir 2 vaisseaux, sachant que chacun peut sauver l'autre, il faut au moins une pièce d'amarrage compatible. Je trouve que c'est un truc sympa. Mais voilà, ceux qui partiront vers Mars, c'est vraiment une nouvelle aventure humaine, mais vraiment nouvelle. Ne plus voir la Terre, ne plus converser avec les terriens, ne plus pouvoir revenir en cas d'urgence sur Terre dans un temps raisonnable. Tout ça, c'est tout nouveau dans l'histoire de l'astronautique. Et il faut en redéfinir les critères de sélection, les façons d'entraîner les astronautes et de reconcevoir les vaisseaux pour prendre en compte cette autonomie forcée et en isolement total.
Et pour finir, un petit clin d'œil à Elon Musk. Il y a quelques années, il disait vouloir envoyer 1 million de personnes sur Mars. Il a finalement mis un peu d'eau dans son vin, non? Alors oui, il y a longtemps, il parlait d'1 million de personnes. Je me souviens bien, il y a 4 ans, il parlait de 100 personnes sur Mars en 2025. L'année suivante, il dit: «Oh, j'étais un peu trop ambitieux, ma fusée, qu'on appelait à l'époque le Big Falcon Heavy ou Big Fucking Rocket», il disait: «Au lieu de faire 12 000 tonnes, elle fera peut-être que 8 000 ou 9 000 tonnes, mais si tout va bien, je devrais pouvoir poser 40 personnes sur Mars en 2024». Donc maintenant, il prend du recul, il voit qu'il y a un focus vers la Lune, donc il parle que de la Lune en ce moment, mais il aura peut-être une fusée capable de transporter, une cinquantaine de personnes vers Mars avant 2030. La fusée sera peut-être prête, mais je suis persuadé qu'on n'aura pas d'humain prêt à le faire, ni d'humain prêt à appuyer sur le bouton pour lancer la fusée dans laquelle il y aura ces 50 personnes. Parce qu'il y a non seulement ceux qui sont dedans, mais il y a ceux qui prennent la responsabilité d'allumer les moteurs de la fusée qui les emmène, les directeurs de vol. Et eux, je peux vous assurer que ce sont des gens hyper responsables qui ne le font qu'en pleine conscience, responsables, que tout a été fait pour les ramener sains et saufs et en bonne santé. Est-ce que c'est maintenant réaliste d'installer une communauté terrienne permanente sur la Lune, par contre, et pour quand? Oui, la Lune, c'est l'objectif de cette décennie qui commence. En 2024-2025, on va commencer à assembler la nouvelle station spatiale internationale autour de la Lune qui s'appelle le Gateway, qui veut dire le portail. L'Agence spatiale européenne a déjà négocié 3 sièges sans échange de fonds avec la NASA qui garantit 3 vols d'astronautes européens vers le Gateway, qui seront donc en orbite lunaire. Cette station va permettre d'étudier la Lune et d'organiser des allers-retours ponctuels vers la surface, vers n'importe quel point de la surface, dont les pôles, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les missions Apollo qui étaient plus ou moins proches de l'équateur. Et sur la Lune, on va apprendre ce que ça représente de travailler sur un autre corps céleste. Par exemple, comment organiser le ravitaillement, comment organiser la surveillance à distance d'un équipage, comment organiser les sorties dans l'espace et retour depuis un habitat, parce qu'on le fera un jour vers Mars. Donc la Lune va servir de banc d'essai, de répétition de ce qu'on fera un jour sur Mars plus tard. Et puis au passage, la Lune sera aussi un terrain d'étude pour les scientifiques qui ont hâte d'y retourner pour apprendre encore plus sur la Lune, avec ces tubes de lave qui permettraient d'abriter les futures colonies en étant protégées des radiations, par exemple. Donc, on va y retourner la Lune. Avant 2030, il y aura des hommes et des femmes qui auront à nouveau foulé le sol lunaire et peut-être même un ou une européenne. Dernière question, on est à peu près sûr d'avoir trouvé de l'eau sur la Lune indispensable à une base permanente. Sur la Lune, on sait qu'il y a de l'eau, on a détecté de l'eau, on a par exemple volontairement craché des sondes lunaires sur la surface pour analyser l'éjecta, c'est-à-dire toute la matière qui est éjectée lors de l'impact, comme dans tout impact d'astéroïdes qui crée un cratère, et on a trouvé de l'eau. En fait, il y a de l'eau partout dans le système solaire. Il y a même de l'eau dans le Soleil. Alors, elle n'est pas sous forme liquide, hein, mais il y a de l'eau partout dans le système solaire, et il y en a, on le sait, sur la Lune, et probablement au fond des cratères situés vers les pôles, notamment au pôle sud, au fond desquels la lumière ne rentre jamais. Parce que la Lune, elle tourne sur elle-même, donc au niveau des pôles, le Soleil est rasant, il éclaire la crête des cratères, mais il n'arrive pas à faire rentrer des rayons lumineux vers le fond du cratère. Et on pense qu'au fond de ces cratères, il y a de l'eau gelée qui pourrait peut-être servir, on ne sait pas dans quelle quantité, pour permettre de boire ou de respirer par électrolyse, pour permettre aux futures colonies de vivre là. Donc des humains vont retourner sur la Lune et peut-être qu'une habitation permanente est raisonnablement envisageable dans les années 30. L'Agence spatiale européenne a annoncé un recrutement dernièrement pour les astronautes. Quelle qualité on leur demande? Pour la première fois depuis 2008, l'Agence spatiale européenne va lancer un nouveau recrutement d'astronautes. On pourra commencer à s'inscrire en ligne à partir de fin mars jusqu'à fin mai, dans 3 catégories. Les astronautes professionnels, comme dans le passé, destinés à être recrutés et à voler plusieurs fois dans l'espace. Des astronautes de réserve dont on a identifié une spécialité spécifique dont on pourrait avoir besoin éventuellement pour une mission ponctuelle. Eux restent dans leur laboratoire et y retourneront après leur mission. Et puis les parastronautes, donc des personnes d'un handicap des membres inférieurs, d'une jambe, d'un pied, mais qui seraient capables d'être excellents pour réaliser des tâches dans l'espace où on utilise essentiellement les mains et bien sûr toute sa tête. Alors, les parastronautes seront sélectionnés essentiellement pour aider l'ESA
à évaluer la faisabilité dans le futur de mettre au point des vaisseaux, des équipements qui seront compatibles avec ce type de handicap. Alors, quelles sont les qualités requises? Évidemment, une capacité à, à raisonner, à mémoriser, à raisonner logiquement, donc des tests psychotechniques, mesure du quotient intellectuel, des tests psychologiques pour évaluer la personnalité, et puis des tests psychomoteurs, des tests d'adresse gestuelle. À côté, bien sûr, c'est important d'être apte au travail en équipe multiculturelle. Il faut rester calme aussi en conditions de stress, ne pas être claustrophobe, et surtout en avoir envie. Alors à côté de cela, évidemment, on demande des personnes qui soient éduqués dans des domaines STEM, comme on dit, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. C'est toujours dans le domaine des maths, de la physique, de la technique qu'on sélectionne les astronautes. On demande typiquement master au minimum. Et puis être en bonne santé. Et ça, on le saura qu'après avoir passé les tests extrêmement poussés. Tout ça va s'étaler sur 1 an et demi. Et à la fin, les candidats ne seront pas meilleurs que d'autres dans l'absolu. On ne cherche pas les meilleurs humains, mais ils seront parfaitement faits pour ce type de travail, au niveau de leur câblage cérébral, si je puis dire, de leur adresse gestuelle et de leur personnalité, donc capables de travailler en équipe multiculturelle. Tous les astronautes sélectionnés ne partent pas ou peu dans l'espace. Que font-ils en attendant? Dans une carrière d'astronaute, en moyenne, un homme ou une femme vole 2, 3 fois dans l'espace, rarement au-delà. Une grande majorité des 570 hommes et femmes qui sont allés dans l'espace n'ont volé qu'une fois, et peut-être un autre tiers 2 fois, mais pas plus. Alors on se pose la question, dans une carrière d'astronaute, que font les astronautes lorsqu'ils ne sont pas en vol ou en train de s'entraîner pour une mission, puisque l'entraînement prend 1 an à 2 ans. Eh bien, les astronautes sont considérés comme des experts qui, par leur expérience, peuvent aider les ingénieurs, les scientifiques, les gestionnaires de programmes à avancer dans les développements des équipements futurs. Donc ce sont des astronautes qui testent au sol les nouveaux scaphandres, les nouvelles techniques de pilotage et qui apportent leur point de vue notamment sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, la disposition du cockpit, en prenant en compte par exemple le phénomène d'apesanteur, en prenant en compte le scaphandre qui est très encombrant et qui empêche d'avoir les mouvements totalement libres de la main pour aller presser sur un bouton. D'ailleurs, dans le Soyouz, par exemple, les astronautes portent une sorte de perche télescopique pour appuyer sur certains interrupteurs. Ce sont les astronautes aussi qui apportent leur point de vue sur les questions de sécurité, car c'est leur vie qui est en jeu. Donc lorsqu'on se pose la question sur une redondance de plus ou pas, on veut avoir l'avis de l'astronaute. Voilà. Les astronautes sont en fait, en dehors de leur mission et de l'entraînement pour leur mission, ce sont en quelque sorte des consultants, experts techniques, en soutien des programmes futurs et en soutien des programmes actuels. C'est par exemple toujours un astronaute au sol dans le centre de contrôle qui parle à ceux qui sont en orbite. C'est toujours une équipe d'astronautes qui vérifie en dernier ressort la qualification d'un vaisseau pour le lancement d'un autre équipage à venir. Dans mon cas, c'est toujours un astronaute en dernier qui a vérifié que j'étais bien attaché, connecté à mon oxygène dans la navette spatiale et qui était le dernier à sortir du vaisseau et à fermer la porte avant de partir. Voilà, un astronaute aime bien faire confiance à un autre astronaute. Star Wars, 2001, l'Odyssée de l'espace, Gravity et même Tintin, dans quelle mesure la réalité peut rejoindre la fiction? Les réalisateurs font-ils appel à des conseillers scientifiques? Et enfin, comment simuler la pesanteur? La fiction a toujours précédé la réalité. Le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, les bandes dessinées comme Tintin, plus récemment les films Star Wars. Alors, dans quelle mesure la réalité rejoint la fiction? En fait, comme disait Léonard de Vinci, ce que l'homme a pu imaginer, l'homme le réalisera un jour. Alors, c'est vrai que la fiction va parfois plus loin que la réalité ne pourra jamais le faire en violant les lois de la physique. Un exemple particulier que je vais donner, c'est l'absence de pesanteur. La pesanteur, parfois, est simulée dans certains films. On filme les personnes attachées à des câbles, mais parfois, elle est filmée en réel. Par exemple, le film Apollo 13, ou dans le film La momie avec Tom Cruise, les scènes de flottement en apesanteur au milieu de la cabine sont filmées réellement en vraie apesanteur. Mais c'est vrai que dans Star Wars, pour ne pas s'encombrer avec cette représentation qui aurait été très compliquée avec beaucoup de personnes dans des vaisseaux géants,
ben, on se dit qu'il y a de la gravité terrestre partout, sur tous les planchers de tous les vaisseaux. Donc les réalisateurs, les cinéastes consultent toujours des experts pour connaître la réalité et savoir en connaissance de cause ce qu'ils vont volontairement violer comme loi réelle et loi physique et ce qu'ils vont vouloir respecter. Par exemple, dans le film Gravity, Alfonso Cuarón s'était donné comme objectif de respecter la réalité le plus fidèlement possible sur toute l'expérience sensorielle dans le film. Comment on voit la Terre, comment on voit les objets, comment on flotte en apesanteur. Donc tout a été réalisé par ordinateur, mais avec une reproduction très fidèle de la réalité. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de voyages interstellaires, de voyages à des vitesses qui dépassent la vitesse de la lumière, eh bien, ça n'est que dans nos rêves aujourd'hui, et je pense qu'il se passera quelques millénaires avant que l'humanité ait maîtrisé des technologies totalement exotiques à ce jour, ou presque magiques, qui permettront de le faire un jour.